sujet est lié à ce qu'on appelle les nouvelles technologies dans le monde de la recherche archéologique. Donc, on va commencer par quelques définitions. D'abord, nouvelles technologies, c'est quelque chose que j'ai vécu, puisque quand j'ai commencé à travailler vraiment professionnellement en archéologie, donc il y a une cinquantaine d'années, évidemment, il n'y avait aucune numérisation, tout se faisait dans des cahiers avec des crayons de papier, des stylos, de l'encre de Chine qui reste bouchée. Donc ça a été vraiment une révolution qu'on a vécue dans les 50 dernières années. Donc la présentation sera ainsi. Tout d'abord, vous rappelez comment fonctionne la recherche archéologique, qui se découpe en 3 temps. Le premier temps qui est celui de la prospection, le deuxième celui de la fouille, et le troisième celui de la restitution de ce qui s'est passé. Il faut dire tout de suite que la partie médiane, la partie de la fouille, est celle qui a certainement le moins bénéficié des nouvelles technologies. Nous n'avons pas encore mis au point de robots capables de remplacer le savoir-faire du fouilleur, de l'archéologue. Et là aussi, ce savoir-faire de terrain n'est pas proportionnel à la quantité de diplômes, mais vraiment lié à quelque chose qui est lié à la connaissance du terrain. Nous avons tous vécu sur des chantiers de fouille des gens qui étaient, entre guillemets, plus doués pour découvrir des indices et découvrir la réalité du site. Donc les deux domaines qui ont le plus avancé, c'est celui de la prospection et celui de la restitution du passé. Alors voilà donc les différents sous-chapitres. Dans le monde des prospections, il y a évidemment celui des bibliographies, ça n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est évidemment la numérisation de toutes ces petites revues archéologiques confidentielles qu'il fallait consulter en se déplaçant, en allant dans les bibliothèques. Aujourd'hui, si vous tapez un mot, vous savez bien que vous avez accès à des centaines de références, donc ça aussi c'est une révolution. Les prospections pédestres, ça s'est toujours fait. On a toujours eu des gens qui étaient très doués pour trouver les champignons comme les silex ou les bouts de céramique. Seulement, ces prospections, qu'elles soient pédestres ou aériennes, bénéficient aujourd'hui de moyens de localisation qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 50 ans, puisque grâce au GPS, nous avons la possibilité de localiser précisément. Dernièrement, on a une équipe allemande qui enregistrait au GPS les taupinières tout autour de Bibracte, et dans chaque taupinière, s'il y avait un tesson gaulois ou gallo-romain, il était répertorié et localisé presque au centimètre près. Dans les prospections, là aussi, gros progrès, celui des géophysiques et de la géochimie, c'est bizarre, géochimique. Géophysique, c'est les applications de choses qui existent depuis longtemps, mais appliquées au monde de l'industrie, que ce soit des prospections de pétrole, de charbon, de minerais. Tout ça a eu des conséquences sur les détections dans le monde de l'archéologie. Dans la deuxième partie, donc la fouille, le principal progrès lié aux nouvelles technologies est lié au fait que quand vous fouillez, vous êtes en train de lire un livre qui ne se lit qu'une seule fois. Si vous l'avez lu comme un cochon, plus personne ne pourra lire ce site à nouveau. Et c'est ce qui s'est passé assez souvent avec les fouilles à l'ancienne, comme on dit, c'est-à-dire un peu celle de Bullio, qui mettait des ouvriers morvandiaux sur le site. Et qu'est-ce que fait quelqu'un qui n'a pas de formation? Eh bien, avec sa pelle et sa cloche, il suit les murs. Et du coup, il détruit pour toujours la compréhension du site pour le rapport entre le sol sur lequel marchaient les gens et les murs. Donc, là où on a des progrès, c'est essentiellement dans l'enregistrement grâce à toutes les technologies liées au scanner. Pour l'analyse des résultats, alors là aussi, un monde immense est apparu, que ce soit pour l'analyse donc, des vestiges immobiliers, que ce soit les plans, grâce à nouveau à cette bibliographie qui est numérisée. Si vous avez trouvé un bâtiment un peu original comme celui qu'on a trouvé au cœur de Bibracte, eh bien, vous pouvez immédiatement aller chercher des comparaisons
à travers tout le monde romain autour de 45-44 avant Jésus-Christ. Pour le mobilier, même chose. Les nouvelles technologies ont permis d'aller jusqu'à la notion de molécules, voire d'atomes dans certains cas. Je vous donnerai des exemples. Et évidemment, ça a bouleversé pas mal nos visions et nos reconstitutions. Et enfin, donc, la dernière étape, les hypothèses. On en parlait avec Mme de Champeau tout à l'heure. Il est clair que l'archéologie n'est qu'une accumulation d'hypothèses qui peuvent être bousculées, voire complètement bouleversées à la suite d'une découverte. Donc, elles sont de plus en plus pointues, ces hypothèses. Donc, on peut en somme les titiller, les taquiner, les tester de façon de plus en plus précise. Et ça aussi, ça nous permet de faire des progrès de façon assez exceptionnelle. Alors donc, je vous ai montré donc ces différentes techniques de prospection et les outils que nous utilisons. Eh bien, ce sont donc évidemment ceux de la numérisation. Le GPS, vous savez à quel point c'est utile, mais je vous rappelle que quand on commençait à faire des prospections, notamment, moi j'ai fait beaucoup de prospection aérienne en Champagne, dans toutes les zones où il n'y a pas de forêt, où il est très facile de voir des vestiges archéologiques, comme les grandes années de sécheresse, la fameuse année 76, notamment pour le théâtre d'Autun. Le GPS est une révolution. Je me souviens avec un pilote avoir été obligé de descendre pour lire les plaques à l'entrée des villages pour savoir exactement où on était. Et comme on se trouvait dans un couloir aérien de la VA 112 de Reims, évidemment, on a vu arriver les gros avions qui nous ont secoués comme une feuille morte, avec plaisir. Ensuite, l'outil important, c'est le SIG. Toutes ces petites choses que nous reportions autrefois sur des cartes au 25 millième en essayant d'être le plus précis possible, maintenant on peut les enregistrer dans ces systèmes d'information géographique qui sont des successions de couches d'informations très localisées, de données, et vous pouvez faire une couche pour le mobilier gaulois, une couche pour le mobilier romain, médiéval, etc. Et donc vous avez une lecture du paysage selon ces différentes périodes qui autrefois demandaient énormément de travail, de cartes, qui se fait très facilement. Et puis on parlera de cette révolution aussi qui est le LIDAR. Alors, deux mots pour dire qu'il y a eu un grand changement aussi dans les mentalités dans l'archéologie. L'archéologie, elle est bénévole jusque dans les années 60-70. Petit à petit, les bénévoles vont sortir du champ d'action et vont devenir de plus en plus rares. Moi, je l'ai vécu puisque j'ai pu commencer en tant qu'enseignant au début et puis finir donc comme faisant partie du Conseil national de la recherche archéologique, où on décidait 6 fois par an de ce qui méritait d'être fouillé et ce qui méritait d'être détruit. Donc ça, c'est quelque chose qui a pas mal secoué nos mentalités. Quand je parle d'une archéologie plus scientifique que patrimoniale, il y a eu toute une période où les bénévoles n'ont pas compris qu'on puisse accepter de passer au bulldozer une villa gallo-romaine parce qu'elle était en travers de l'autoroute ou d'un gazoduc. Mais il a fallu qu'on fasse passer le message petit à petit que la redondance d'informations par rapport au prix et à l'investissement humain que ça représentait ne méritait pas. Donc la fouille ne pouvait pas exiger qu'on fouille tout. Je vous donne l'exemple de l'autoroute Paris-Strasbourg, où j'ai été donc membre de la commission interrégionale d'appréciation. Sur cette bande qui faisait au maximum 100 mètres, on avait un site tous les 500 mètres. Et quand on est arrivé vers le col de Saverne, c'était un site tous les 100 mètres. Donc le préfet nous recontactait et nous disait qu'il va falloir encore tamiser un peu parce que là on fait exploser les budgets de l'autoroute. Donc on était obligé à nouveau de se réunir, tous les experts selon les périodes, et en disant bon, ça d'accord, j'accepte que ça soit détruit, mais ça en revanche, je veux que ça soit fouillé parfaitement bien. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu dans les années 90. Et vous savez que le grand choc pour l'archéologie, c'est autour des années 2000, où s'est imposée donc une archéologie professionnelle avec un institut national de la recherche d'archéologie préventive, l'INRAP,
qui est l'organe public qui permet de fouiller toutes les choses qui ont été jugées comme devant être fouillées absolument. Si vous avez eu à instruire ou à déposer des permis de construire, vous avez vu aussi apparaître la taxe pour l'archéologie qui abonde donc un fonds national, le FNAP, de cette archéologie préventive pour essayer de faciliter la fouille, par exemple, du retraité qui a décidé de construire sa maison en plein sur une superbe villa gallo-romaine et qui n'a évidemment pas les sous pour financer la fouille. Eh bien, c'est ce FNAP qui assurera la fouille. Vous avez sous les yeux un livre qui mériterait d'être réactualisé, celui de la carte archéologique de la Gaule, de Hélène Bijard, qui répertorie tout ce qu'on savait il y a une quinzaine d'années maintenant sur les découvertes en Nièvre. Alors, les prospections pédestres, donc je vous donne un exemple, vous imaginez que c'est assez simple, on se répartit selon une grille, on demande l'autorisation des propriétaires et on enregistre et il y a quelqu'un qui récupère toutes ces informations et qui les localise précisément. C'est le travail qui est mené par le professeur d'archéologie qui est maintenant à Dijon, qui est Pierre Nouvel, qui est certainement une des valeurs les plus importantes de l'archéologie française en ce moment et qui habite donc dans le Morvan, du côté d'Anvers. Les autres techniques aussi, ce sont les relevés microtopographiques. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est toujours fait, mais à une échelle comme on l'a pu le faire sur le Beuvray, c'était rarissime, il a fallu l'énergie d'un chercheur allemand de Munich, Franz Schubert, ça ne s'invente pas. Et donc Franz a fait venir toutes les écoles de topographie allemande, celles qui mettent au point les optiques, notamment Zeiss ou Zeiss essentiellement. Et donc vous avez un archéologue qui dit à quelqu'un d'aller avec une mire à tel endroit et on enregistre précisément la donnée et ça donne des relevés microtopographiques qui sont dans la droite ligne de ce que l'équipe de Bulliot avait pu faire au XIXe siècle avec les officiers topographes de l'armée française, mais c'est encore beaucoup plus précis. Seulement, quand France s'est arrêté, nous avions fait qu'un tout petit morceau du Beuvray, l'angle nord-est, et heureusement, donc, on a pu passer à une autre échelle grâce aux prospections aériennes. Donc, vous avez en dessous le mont Beuvray, avec, pour ceux qui connaissent, le bec de canard tourné vers la gauche, là, qui est donc en résineux, et qui représente l'intérieur de l'oppidum le plus récent. Et tout ça est sous couverture de résineux ou de feuillus. Donc, pour avancer là-dedans, ça n'est pas facile. Donc, si vous sortez de la forêt, là, les prospections aériennes sont, comme je vous le disais tout à l'heure, nettement améliorées par la localisation GPS de tous ces clichés. Nous avons tous chez nous des boîtes complètes de photos de sites archéologiques avec un grand point d'interrogation, parce qu'au retour de mission, on a été incapable de dire exactement à quel endroit, dans quel champ, on avait trouvé quelque chose. Maintenant, c'est fini. Au moment où vous prenez la photo, l'enregistrement, la localisation est faite. Donc, vous avez sous les yeux différents sites, notamment le site de cette incroyable agglomération d'Alluy, à côté de Châtillon, où là, vous avez un temple qui apparaît à emboîtements successifs. Voilà pour les Morvandiaux, quelques-unes de ces structures qui sont plutôt de type gaulois que de type gallo-romain, parce qu'elles représentent des fossés, où non pas des murs construits à la romaine. Notamment Bussy-l'Appel à gauche est un très bel exemple de nécropole dans des enclos carrés. Il faut imaginer qu'à l'intérieur de tous ces carrés, il y a vraisemblablement une sépulture. À Lusné-les-Aix, on voit même qu'il y a une petite construction qui apparaît. Donc ça, ce sont des choses, Bussy-l'Appel ressemble énormément à des choses qu'on connaît en Champagne-Ardenne pour des grandes métropoles d'une cinquantaine et d'une soixantaine de tombes du IIIe siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors voilà, le lidar. La révolution, c'est ça, c'est cette technique qui permet de voir à travers les forêts. Le principe est le suivant, vous balayez donc au moyen d'un avion le site que vous voulez prospecter et vous êtes équipé d'un scanner laser
qui envoie des rayons, alors ça dépend du prix que vous voulez mettre, par mètre carré, vous pouvez avoir 10 à 19 points par mètre carré qui vont être envoyés vers le sol. Tous les points qui vont rester accrochés dans le feuillage et qui vont remonter vont être éliminés, tandis que ceux que l'ordinateur aura repérés comme étant ceux qui ont été le plus loin sur ce mètre carré vont être conservés. Et ce sont ces 2, 3, parfois un peu plus, 5, 6 points par mètre carré qui vont aller jusqu'au sol, qui ont donc eu la plus longue trajectoire, qui vont être conservés et qui vont permettre de dresser à gauche la carte que vous voyez du Mont Beuvray sans la forêt. Vous voyez, les remparts apparaissent comme le nez au milieu de la figure. On voit les deux remparts, le petit à l'intérieur, celui que connaissaient les archéologues du 19e siècle, 135 hectares, et puis les annexes du grand rempart qui, lui, englobe 200 hectares. Les petits endroits qui ont résisté, vous les devinez, à gauche et puis en bas, ce sont les sapins de Noël, les sapins très serrés qui n'ont pas réussi à être traversés par les rayons laser. À partir de cette acquisition de points, il faut évidemment, vous imaginez, plein d'ordinateurs très puissants pour traiter ces dalles de points. On peut faire varier la lumière, et ça c'est fantastique. On peut arriver à mettre l'ombre à tel endroit, la déplacer, mettre la lumière. Et on a eu en stage au Beuvray pendant longtemps quelqu'un qui est responsable d'archéologie maintenant, peut-être en Guyane, toujours, qui calculait pour les mathématiciens la profondeur et les angles des petites dépressions qu'on voulait voir. Donc en fonction de l'angle qu'on obtient entre deux points, entre différentes altitudes, on pouvait faire apparaître telle ou telle zone de façon plus ou moins détaillée. Si vous avez une bonne vue sur cette image linéaire de gauche, vous voyez qu'en dehors des remparts, à l'intérieur du rempart, c'est bourré de petits mouvements de terrain, de mouvements de terrasse, et tout ça correspond à de l'aménagement anthropique pendant le court siècle d'occupation de Bibracte. Je vous rappelle, Bibracte doit être installé à peu près vers 120 avant Jésus-Christ et est évacué à la fin du règne d'Auguste, donc dans les 10 années après Jésus-Christ. Alors, la plus grande expérience de l'IA réalisée, non seulement en France, mais au monde pour le moment, c'est la forêt de Haye, pour ceux qui connaissent Nancy. 12 000 hectares ont été prospectés d'une forêt très dense, et là, alors qu'évidemment on ne savait pas grand-chose, est sorti le paysage du temps des Gallo-Romains. Ce que vous voyez sous les yeux, ce sont dans l'angle, dans le grisé, dans l'angle en haut à droite, vous voyez deux lignes parallèles, ça c'est une voie romaine, et tout dans l'angle en bas à gauche, vous voyez deux lignes parallèles, c'est une autre voie romaine. Tout le reste, ce sont des petits murgets de parcellaires, et en creux, on devine comme des trous de bombe un peu, tout ça, ce sont les exploitations, les fermes de l'époque romaine. On a combiné cette étude, donc Madame Georges Leroy a combiné cette étude avec celle des phosphates, qui, depuis 2000 ans, continuent à être détectables et à enrichir les sols. Donc vous voyez que ça correspond dans le dessin à droite, à nouveau au bâtiment, à droite, on voyait qu'il y avait ces trous de bombe, et bien ça correspond bien, mais il y en a quelques-uns, celui à gauche toute, qui ne correspond à aucun bâtiment. Donc ça, c'est certainement une cible pour les spécialistes de l'agriculture antique. Il faut aller fouiller ça, et peut-être que c'est un enclos à bestiaux, sans construction, mais qui a été enrichi en phosphate. Alors, autre technique de prospection qui nous a fait faire beaucoup de progrès, qui était connu depuis longtemps, c'est celui de la résistivité électrique d'abord. La résistivité, le principe est assez simple. Quand j'ai commencé à faire de la prospection électrique, on avait une espèce de règle de 4 mètres, et tous les mètres, on avait une électrode qu'on plantait dans le sol, on avait une espèce de dynamo-gégène et on tournait violemment pour envoyer des billets de vol dans le sol et voir comment circulait le courant. Et si vous aviez en dessous du sol un mur ou un fossé, vous avez évidemment une circulation différente de l'électricité. Les fossés
étant plus conducteurs, les murs étant plus étanches à la circulation. Donc vous imaginez la vitesse de travail, hein, on posait sur le sol un quadrillage et on se déplaçait mètre par mètre et on enregistrait gentiment sur nos carnets les différents chiffres et on faisait, quand on avait fait un demi-hectare dans la journée, on était vraiment très content. Aujourd'hui, tout ça a été motorisé. Donc, si un jour vous voyez un quad équipé d'une drôle de remorque derrière entièrement en carbone et qui traîne un appareil, c'est certainement donc un exercice de prospection motorisé. Au début, donc, quand j'ai commencé, on a fait donc, de la résistivité électrique, on a perfectionné ses rendements, on a réussi à proposer une lecture par profondeur successive. On voulait voir à moins 50 cm, puis après à moins 1 mètre, mais c'était vraiment toujours très, très acrobatique. Les prospections magnétiques, là aussi, ont fait des bonds en avant remarquables. Toujours pareil, dans les années, ça doit faire il y a 40 ans, je me suis promené en Champagne avec une grande canne en résine, avec tout en haut une bobine d'eau avec un enroulement électrique et puis une autre bobine d'eau en bas, qui fonctionne comme quand nous passons dans un IRM, c'est-à-dire qu'on envoie un champ électrique, le champ magnétique terrestre oriente les deux bouteilles de la même façon, on envoie une décharge électrique pour annuler ce champ et on laisse revenir les deux bouteilles à leur état. Celle qui est en haut, qui est à 4 mètres du sol, elle n'est pas influencée parce qu'il y a dans le sous-sol, mais celle qui est au ras du sol, évidemment, s'il y a quelque chose, elle ne va pas revenir exactement au même endroit. Et bien, tout ça remouliné avec les nouvelles technologies, et notamment par Madame Lemercier du commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, ça a donné des choses exceptionnelles. Nous avions remarqué que quand on faisait des prospections et qu'on commençait par exemple à 8 heures le matin au point zéro et qu'on revenait à midi au point zéro, on n'avait pas la même lecture. Madame Lemercier est arrivée avec un appareillage fabuleux qui tient compte des orages magnétiques liés à notre ami le Soleil, et elle a créé un système de correction automatique. Donc pendant que vous êtes en train de vous balader avec le détecteur, dans la camionnette à côté, il y a quelqu'un qui capte les variations magnétiques engendrées par les tempêtes solaires et fait la correction automatiquement. Donc 0 midi, vous avez la même lecture. Et cette Madame Lemercier a été sollicitée pour aller découvrir la frégate de la Méduse, celle qu'on connaît plus par le radeau de la Méduse. On savait que c'était quelque part au large de la Mauritanie. Elle est donc, elle a dit bonjour et elle a embarqué tout son appareillage dans un bateau en bois qui était tracté donc, par un bateau motorisé. On avait un rectangle d'à peu près 40 km par 10 km, donc de quoi s'occuper. Elle a eu la chance, dès les premiers passages, avec son appareil, de tomber sur un des canons de la frégate La Méduse, et donc elle a pu régler déjà ce problème avec cet appareil exceptionnel. Alors voilà ce que ça donne, c'est pas toujours très lisible, moins lisible que ce que vous avez vu sur les photos aériennes tout à l'heure, mais quand même, celle de droite, vous voyez toutes les maisons, on est sur la commune de Lézy, donc dans la vallée de la Roue, et tous les bâtiments, toutes les pièces de cette énorme ville-là gallo-romaine apparaissent assez facilement sur ce qui n'est que la représentation en noir, gris et blanc de ces anomalies de résistivité. En revanche, on a complètement échoué sur le beuvret lui-même quand on faisait que de la résistivité, tellement le sous-sol est concassé et pilé et donc donne de fausses informations difficiles. Ça, c'était quand je suis arrivé dans les années 80, fin des années 80, mais depuis, des petits jeunes européens de Slovénie, de Slovaquie, se sont mis sur le sujet et nous en ont mis plein la vue avec des nouveaux systèmes d'interprétation, notamment de radar, et ils nous sortent, là où nous n'avions rien vu, des vestiges archéologiques sur le Mont-de-Vraie.
Un exemple d'un site sur lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, le confluent du Doubs et de la Saône, c'est un de ces endroits étonnants où les populations locales ont échangé avec les grands, on peut dire, les grands courants commerciaux étrusques, grecs et d'Italie du Nord, à Bragny-sur-Saône. Peut-être plus célèbre par la Pochouse, notamment à Verdun-sur-le-Doubs, que par les recherches archéologiques. Mais l'instituteur qui avait commencé les fouilles avec ses petits CM1, CM2, nous avait laissé à gauche des relevés faits par l'Institut de géophysique du globe de Paris, et déjà on avait des cartographies. On les a remoulinées, c'est ce que vous avez à droite, et du coup on a pu faire des estimations que sur ce site, on a sur 3 hectares plus d'une dizaine de tonnes de déchets de métallurgie. En datation, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ailleurs, quand vous allez à Vix, ou quand vous allez à Louisbourg, quand on a quelques centaines de kilos de déchets, on est content. Là, on est vraiment à une échelle incroyable de production. Et on pense que c'est un lieu bien placé, évidemment, pour la diffusion à cause de ces voies fluviales. Il y a à cet endroit-là un endroit de production pour beaucoup de régions d'un fer de bonne qualité. Alors, autre chose, là on est en Morvan, les prospections géochimiques cette fois-ci. Vous avez à gauche la carte des éléments de l'argent. Donc, c'est pas facile de lire les noms des villes, mais imaginez donc Autun sur la droite, un peu, et puis plus on s'éloigne, plus vous avez en bas, vous avez Mèbres, donc vous remontez sur le Beuvray en remontant vers le nord. Donc vous voyez qu'il y a des zones assez différentes où on peut trouver de l'argent, de l'étain, du cuivre dans le Morvan. C'est le travail de M. Gouraud qui a fait ce bilan jusqu'au tungstène. Si vous êtes intéressé par les métaux rares, il y a aussi dans ces prospections ces résultats. Alors, pardon, je reviens en marche arrière parce que je voulais en parler. Donc, ces prospections de métaux vont vous expliquer pourquoi, quand nous allons faire des analyses dans les tourbières, comme vers le port des Lambert, par exemple, nous allons trouver dans des couches profondes des quantités incroyables de plomb dans la tourbière associée à des pollens de l'époque de l'âge du bronze. Parce qu'il y a une telle richesse minéralogique dans le Morvan que ça a été une terre bénie pour tous les artisans qui travaillaient les métaux de l'époque. D'abord, donc, l'étain, le cuivre pour le bronze, et puis après, pour le fer, pour les chapeaux de fer. La grande découverte, ça a été celle des minerais d'étain sous forme de cassitérite, tout autour d'Autun et ailleurs dans le Morvan. Mais c'est une exploitation qui a été à taille presque industrielle. Et Autun, quand Autun démarre sa vie de ville romaine, il y a évidemment une longue tradition de ce travail des métaux qui remonte à l'âge du bronze, donc à plus d'un millénaire. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, peu de choses pour la fouille elle-même, avec ce problème qui est la lecture des sites archéologiques. Vous avez sous les yeux le plan du musée, et vous voyez que sous le parking du musée se trouvait une nécropole. On espère qu'il y en a d'autres pour la ville de Vrac, mais ça a été notre grande surprise. C'est qu'au moment où il a fallu libérer le terrain pour construire le parking, on a découvert des tombes à incinération majoritairement. Et quand le spécialiste des ossements nous a dit que c'était surtout des enfants, depuis donc, des enfants mort-nés jusqu'à des préadolescents, on s'est aperçu que c'était une nécropole spécialisée. Donc vous avez sous les yeux tous ces petits enclos que nous avons fouillés, vous en avez vu en photo aérienne ailleurs tout à l'heure. Là, il y en a près d'une centaine qu'on a pu trouver. Mais il nous est arrivé, au moment du décapage, quand on enlève la terre végétale, de voir fugitivement encore d'autres enclos qui ne sont pas sur ce plan parce qu'ils ont été enregistrés hâtivement. On les a vus pendant à peu près une demi-journée, c'est tout. Et il a fallu que mes équipiers se débrouillent pour enregistrer, se caler par rapport à ce qui est plus connu, pour figer
rédigé à peu près cette image. Alors, le pain quotidien donc, des archéologues, c'est ces différentes structures, notamment pour les périodes antiques, où il y a très peu de murs construits, presque tout est une archéologie de terre et de bois, et donc on se bat avec l'enregistrement de ces différentes structures. Vous voyez la grande fosse en bas à gauche, elle traverse une nouvelle couche de substrat, qui est figurée soit en traits verticaux, soit en pointillés, en tireté en bas. Tout ça pour vous expliquer que cette fosse, elle vise la couche du fond, qui est une couche d'argile. On construit des maisons avec de l'argile et du bois. Donc c'est à l'initiale, à l'origine, c'est donc une fosse d'extraction d'argile. Après, elle est devenue un dépotoir. La photo à droite vous montre la réalité des choses. On est au milieu des champs de maïs. Et vous voyez dans la coupe que l'on a fouillé à droite une fosse très très sombre qui contient plein de déchets de métallurgie, mais qu'au premier plan, il y a des vestiges qui sont beaucoup plus discrets, d'une époque différente. Alors voilà le b.a.-ba de l'archéologie. Quand je vous ai dit qu'on a fait des grosses bêtises quand on suivait les murs avec la pioche et la pelle avant, eh bien c'est justement pour ça, c'est que un même mur peut avoir vu passer des siècles d'habitants. Et donc vous avez ici des gens qui ont 1, 2, 3 sols à droite et 1 et 2 sols à gauche. Les couches 4, les couches 9 et la couche 14 sont des sols sur lesquels les gens ont marché, mais 14 et 9 ont vécu avec le même mur numéro 10. Donc ça, c'est des choses qui étaient mal comprises, mal cernées pendant tout le 19e siècle et qui maintenant fait partie du b.a.-ba. Et ça donne quoi? Ça donne ce qu'on appelle la matrice de Harris à droite. Et là, l'informatique et les ordinateurs sont rigoureusement fiables et très durs pour l'archéologue. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas rangé tous ces numéros de façon à ce que les contemporains soient contemporains, les postérieurs soient postérieurs et les antérieurs antérieurs, eh bien, l'ordinateur refuse de vous donner de satisfecit. Donc pour nous, ça, c'est vraiment la hantise, c'est d'arriver à créer ces arbres généalogiques parce qu'on ne peut pas lui faire avaler des choses qui ne sont pas sûres. Et donc, c'est notre juge de paix quand on a fini une fouille. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enregistrement numérique. Maintenant, c'est le travail de Sylvie Balconberry de la Sorbonne qui a initié ses étudiants au scanner 3D, ce qui nous prenait avant, évidemment, des journées de topographie avec un théodolite même très sophistiqué. Maintenant, avec un scanner, on peut scanner donc un bâtiment sur toute sa hauteur et corriger même les déformations pour avoir une image exacte. À droite, vous avez, pour ceux qui connaissent Autun, vue de l'intérieur de l'école catholique Saint-Lazare, vous avez une des portes romaines conservée pratiquement sur toute sa hauteur, sur 20 mètres de haut. Et la photo est un peu ancienne, mais quand Sylvie a eu l'autorisation de fermer les volets qui sont dans la tour, on voit magnifiquement les arcs de décharge en briques qui sont absolument dans leur jus. Donc la tour de Saint-Andoche représente exactement ce que les Romains voyaient il y a 2000 ans quand ils rentraient dans Autun par la porte sud. Donc ça aussi c'est fabuleux, vous avez dû voir des reportages, quand on enregistrait un théâtre par exemple, on faisait ça au théodolite. Maintenant vous plantez votre scanner 3D, il recueille des centaines de points, et après vous avez votre théâtre, vous pouvez manipuler à la souris, le regarder par en dessous, par au-dessus, faire passer des coupes, donc c'est un progrès colossal. Alors maintenant nous attaquons la dernière partie, celle de la restitution, c'est la plus riche pour ce qui est de l'apport des nouvelles technologies, et ça commence par le climat. C'est un sujet d'actualité. Il se trouve que j'ai épousé une docteure en paléoclimatologie, donc je suis habitué à l'idée qu'un climat, ça change. Pour elle, c'est leur pain quotidien. J'en avais un petit aperçu quand j'avais appris pour mes examens d'archéo ce qu'on appelle des glaciations. On sait qu'il y a des glaciers qui descendaient jusqu'à Lyon, qu'il y a des blocs erratiques qui traînent pas loin dans la campagne autour de Lyon, du temps où les glaciers venaient jusque-là. On sait maintenant que le niveau de la mer a varié sur 120 mètres
Hein, souvenez-vous qu'on allait à pied en Angleterre, depuis Anvers, depuis les Pays-Bas, sans problème. Le Rhin, au lieu de s'arrêter comme ça en mer du Nord, descendait gentiment, traversait la Manche, passait au près de Cherbourg et allait se jeter un petit peu plus loin que Ouessant. Donc, cette grande variation climatique explique pourquoi, par exemple, du côté de Nice, on a trouvé une grotte préhistorique dont l'entrée est à 60 mètres sous la mer. Mais à l'intérieur de la grotte, qui est restée en bulle étanche, il y a des dessins préhistoriques. Donc vous avez ici, pour la période qui moi est ma spécialité, entre donc, le 9e siècle avant Jésus-Christ et Jésus-Christ, vous avez une accumulation d'informations. Alors, ces informations, c'est la variation des lacs sur le plateau suisse, c'est les résultats à la ligne 3, par exemple, de ces incroyables carottages qui sont faits au pôle Nord et au pôle Sud, notamment par les chercheurs soviétiques, russes, qui sont maintenant à 4 km de profondeur et qui enregistrent année par année les variations climatiques depuis donc, quelques milliers d'années. On a aussi donc les lacs, les pollens, et puis ça donne le résultat qui est à la ligne 5. Regardez, la ligne 6, c'est ce que les archéologues ont fabriqué comme découpage historique d'après l'examen des objets, des maisons qu'habitaient les gens. Et regardez comme par hasard qu'à chaque fois qu'on a un petit trait oblique, il y a un petit événement, ou légèrement décalé, il y a un événement climatique important. Et notamment pour la période de la princesse de Lix, qui se situe entre le Hallstatt D et le LTA, donc en plein milieu du diagramme. Quand vous avez un carré qui descend vers le bas, c'est que vous êtes dans une aggravation climatique. Et alors après, entre le LTA et le LTB, donc entre le 4e et le 3e siècle, là, on a vraiment deux périodes froides où les gens ont dû avoir du mal à survivre. Et comme par hasard, nous en archéologie, on dit c'est curieux, il nous manque des habitants dans le paysage, on n'a plus de nécropole, on n'a plus d'habitat. Donc, c'est ce petit diagramme pour vous rappeler à quel point nous sommes dépendants de cette variation climatique dont maintenant nous sommes un petit peu responsables, mais qui mène sa vie majoritairement sans nous demander notre avis. La fameuse révolution néolithique, celle qui a permis l'installation de l'agriculture, c'est certainement la période la plus chaude qu'on ait connue pour nous en Europe depuis longtemps. Alors, autres données paléo-environnementales qui sont passionnantes, mais on a du mal à faire entrer ça dans les habitudes archéologiques, c'est l'importance de la palynologie et de l'étude des macro-restes végétaux. Pourquoi ? Parce que c'est un peu casse-pied comme procédure. Il faut passer au microscope et il faut passer à la flottation, il faut passer donc à la binoculaire et il faut aller chercher dans tous les sédiments cette information. Donc vous avez sous les yeux un diagramme polymique qui a été réalisé donc, en Morvan par Isabelle Jouffroy, où on voit très bien les épisodes de défrichement qui correspondent évidemment à des pics de céréales, hein, comme vous voyez au milieu, et puis également donc, des phénomènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui n'apparaissent pas sur ce diagramme, c'est les perturbations liées à l'exploitation des mines d'étain ou des mines de plomb. Donc, cette vision des choses est maintenant très très détaillée et on s'aperçoit qu'elle est très variable. Pour ceux qui s'intéressent à l'agriculture, quelques mots pour dire que déjà nos ancêtres les Gaulois, et certainement depuis un bout de temps plus néolithique, ont compris que la monoculture était un échec et qu'on risquait de mourir de faim. Donc on aperçoit des gens qui sont capables de mener de front du millet, de l'orge, toutes les variétés de blé pour arriver à récolter et survivre. Autre nouveauté sur le beuvray, c'est quand nous avons fait venir Béatrice Fouet de Toulouse, hein, qui est là sur la photo en bas à gauche, pour nous interpréter ces curieuses fosses
creusements qui souvent avaient l'air d'avoir précédé les constructions des bâtiments sur le Beuvray. Alors sur les cartes, sur les plans qu'on a publiés jusque dans les années 90-95, on marquait creusement, fosse. Mais en fait, si on va jusqu'au bout, c'est ce qu'elle a fait, on s'aperçoit que ce sont des mines de recherche de minerais. Et par exemple ici, les Gaulois ont emmené évidemment l'essentiel de la matière intéressante, mais il reste parfois des petits restes de vestiges de minerais qui nous permettent de dire que c'est de l'argent, que c'est de l'étain, que c'est du plomb qui a été cherché à cet endroit-là. Et là, on est donc dans la grande montée qui va vers le centre-ville de Pibrac. À toute la partie gauche, quand vous montez, c'est une zone de prospection minière. Alors, toujours un problème éternel pour les archéologues, c'est la datation. Alors, vous avez vu que la datation peut se faire par les matrices de Harris, par la stratigraphie, mais aussi par la sériation. Alors, la sériation, j'en ai fait beaucoup, mais c'était l'époque où on faisait ça à la main, sur du papier quadrillé, et ça donnait des choses comme ça, par exemple. Vous faites une sériation pour essayer de savoir, en 1890, vous voyez à droite, en 1890, quel est le pourcentage des différents systèmes de luminaires utilisés. Donc vous voyez que la chandelle est en perte de vitesse, on est dans la branche des 5%, la lampe à pétrole encore autour de 15%, mais c'est le gaz qui a un grand succès, 75%, et les lampes à incandescence, c'est le tout début, 1890, c'est vraiment quelque chose. Évidemment, les lampes fluorescentes n'existaient pas encore. Donc, si vous avez cette information-là, vous savez à peu près où vous êtes dans le temps. Eh bien, c'est une technique qu'on a utilisée depuis les cultures préhistoriques. Alors, au lieu d'avoir chandelle, lampe à pétrole ou gaz, vous avez racloir, perçoir, outils en os, javelot, pointe de flèche. Et selon le pourcentage que vous avez dans ce que vous avez obtenu à la fin de la fouille, vous savez si vous êtes plutôt au paléolithique ancien, paléolithique moyen, paléolithique inférieur ou supérieur. Donc ça, c'est une technique qui se faisait à la main. Évidemment, vous imaginez qu'avec l'informatique, on peut faire varier ces lignes et ces colonnes dans un tableau Excel avec beaucoup plus de rapidité qu'avec sa gomme. Donc j'en ai, si ça vous intéresse pour l'histoire de la recherche, j'en ai des feuilles complètes de ces papiers millimétrés soigneusement remplis avec un crayon et une gomme. Là, vous avez le classement des épées, de la première épée en bronze à gauche à la dernière, la très sophistiquée, des princes juste avant la princesse de Vix, dont le pommeau, par exemple, est fait en ivoire d'éléphant et trouvé dans des tombes aussi bien en Allemagne du Sud que dans le Jura, là où les éléphants ne galopent pas régulièrement. Alors, quelque chose qui est très connu du public maintenant, le carbone 14, cette fantastique observation que si vous regardez à droite dans le graphique, à la ligne 50%, eh bien, vous tombez à la verticale sur la date de 5730. Épuisé peut-être la batterie. 5730, c'est la demi-vie de ce carbone 14. Et donc, par extrapolation, eh bien, si vous arrivez à mesurer le carbone 14 d'un objet qui sera essentiellement un os ou un morceau de charbon de bois, vous pourrez calculer son âge. Mais ça, c'était avant qu'on ne réalise qu'il y a eu des variations toujours liées à notre fondateur, enfin le Père Soleil, qui lui fait varier cette destruction du nitrogène en carbone 14, et du coup, il y a des endroits où ça ne bouge pas. Il y a ce qu'on appelle des plateaux. Donc, on a corrigé petit à petit cette datation du carbone 14 au moyen d'une autre discipline qui n'existait pas, qui est apparue donc dans les années 80. On a réalisé que les cernes de croissance des arbres étaient un enregistreur fantastique évidemment du climat, et du coup que les courbes d'enregistrement
de cette variation climatique étaient comme des empreintes digitales, ne pouvaient pas être confondues d'une année sur l'autre. Donc aujourd'hui, on est capable, à partir d'une planche qui compterait 30 cernes, de vous donner la datation presque à l'année près, si jamais l'arbre a gardé son aubier, sur les 3500, voire parfois un peu plus, années qui nous précèdent. Donc le petit schéma en haut à gauche vous explique comment ça fonctionne. On a construit une courbe de référence petit à petit à partir d'arbres, de vieux arbres, puis à partir de vieux bâtiments, et puis à partir de planches qu'on a trouvées dans différents sites archéologiques. Et voilà par exemple les résultats pour Bibracte, qui confirme bien que la ville est abandonnée, plus 18. Vous voyez, plus aucun bout de bois qui n'est daté après cette date, donc de la fin du règne d'Auguste. En revanche, le plein boom, c'est à partir de moins 126 et même avant, puisque à partir de moins 300, il y a une occupation. Ça a été confirmé par le carbone 14. Quand vous rentrez dans Bibracte, à la porte du rebou, il y a en sous-sol des niveaux néolithiques moyens, donc on est bien plus loin, on est autour de 3000, 4000 avant Jésus-Christ. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur les plateaux. On a mélangé les informations de la dendrochronologie et du radiocarbone, et on sait, par exemple, c'est très embêtant pour nous, pour la période du début de l'âge du fer, un peu avant la princesse de luxe, qu'une datation C14 n'apporte pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut dire d'après la simple observation des vases ou des objets. Alors une autre discipline très étonnante, c'est la thermoluminescence. Le principe est le suivant: quand vous réalisez un objet en terre cuite, à l'intérieur de cet objet, tous les petites particules magnétiques, donc en général à base de fer, vont s'orienter dans n'importe quel sens, mais au moment où vous allez chauffer, ça va s'orienter un peu comme ce qu'on verra tout à l'heure dans le champ magnétique, mais ça va figer une certaine dose d'énergie au moment même de la cuisson. Donc quand vous cuisez un objet, à condition que ça dépasse plutôt 700 degrés, vous avez figé l'énergie du moment. Alors, après, on va dans un appareil photomultiplicateur, et quand on réchauffe à nouveau cet objet, il va émettre une lumière, d'où le mot thermoluminescence, et cette lumière va être transcrite sur un graphique, et ces graphiques, ces tracés, vont être calibrés. C'était un long travail, comme pour la dendrochronologie, mais après, on peut dire où on est sur la courbe. Alors, regardez l'exemple à droite. Par exemple, les fameuses petites statuettes de Tanagra, ces petits sujets en terre cuite. Ce sont des objets donc, qui ont largement 2000 ans, qui sont en général 3e avant Jésus-Christ. Et tout d'un coup, il y a un pic qui apparaît vers 1870, parce qu'on va se mettre à fabriquer des faux Tanagra. Donc c'est une technique que j'ai eu à utiliser quand j'ai été impliqué en tant qu'archéologue bénévole, ne risquant pas d'avoir les ailes trop brûlées par un scandale qui s'appelle Glosel. Et donc, nous avons passé les objets de Glosel à la thermoluminescence, et évidemment, nous avons trouvé la même chose, c'est qu'il y avait des objets qui n'étaient pas très anciens par rapport au look préhistorique qu'ils pouvaient avoir. Autre système de datation lié à une chose qui ne nous touche pas beaucoup, mais pourtant il faut savoir que les pôles ont été inversés à un moment, mais c'est la variation du champ magnétique terrestre lié à ce qui se passe sous nos pieds, dans la grande marmite où les grosses plaques s'agitent. Si vous suivez le vermicelle qui est sur le graphique, vous voyez que les chiffres montent. On part de 40, 70, 100, 200, 300, et on finit à 1400, 1600, 1700, 1800, 1900. Donc vous voyez que le pôle magnétique a varié, et donc si vous avez la chance de trouver un four de potier qui n'a pas été détruit, dans lequel les vases n'ont pas bougé, eh bien on enregistre tout ça
on enregistre très précisément la direction dans laquelle toutes les petites particules magnétiques, cette fois-ci, sont restées orientées, et on peut vous proposer une fourchette de datation connaissant la position du Nord à telle ou telle année. Mais là aussi, c'est une courbe qui est en train d'être validée, calibrée, et on a souvent des équipes qui viennent, quand on leur annonce qu'on a un four, ou qu'à Autun, ils ont un four, c'est pour eux les petits cailloux qui leur permettent de créer leur courbe. Autre grand progrès lié au système d'analyse très détaillé, par exemple à Bragny, donc dans ce monde de la métallurgie, on s'était bien rendu compte en appliquant les lois d'Archimède pour calculer la densité des différents vestiges, que ces restes de métallurgie étaient très différents. Il y a des scories qui flottent tout là-haut, elles sont presque à 1, et puis il y a des scories qui sont presque du métal, qui sont pas loin de 4, 5, 5. Il faut aller jusqu'à plus de 7 pour du fer pur, mais la petite enclume là n'était pas très pure. Et vous avez donc la possibilité d'analyser maintenant, à partir de la mince notamment, toutes les composantes de ces métaux, et c'est ainsi qu'on a découvert que nos ancêtres n'ont pas été toujours aussi embêtés que les industriels du 19e avec les minerais à base de phosphore. Ils ont réussi à trouver des trucs pour s'en servir. Alors quand on rentre à l'intérieur de la matière, pour ceux qui s'y connaissent en sidérurgie, donc on a des phényalites, des dustites, etc. Mais la chose la plus exceptionnelle qui est arrivée dans les dernières années, c'est que le carbone 14, normalement, vous pouvez le faire à partir de quantités de carbone assez limitées. Il y a 30 ans, on hésitait parce qu'il vous disait qu'il fallait 500 grammes de l'objet que vous aviez, donc il ne restait plus rien. Maintenant, tenez-vous bien, on peut faire des datations à l'échelle atomique. Évidemment, ça coûte cher. Il y a une longue file d'attente pour tous les gens qui veulent obtenir ce genre d'informations. Mais ça veut dire que si vous avez une épée dont vous ne savez pas trop de quand elle date, eh bien, vous pouvez, si vraiment les enjeux sont importants, appliquer cette technique et obtenir une datation du carbone à l'échelle atomique. Autre grande nouveauté, quelque chose dont on est en général assez convaincu, c'est que notre nourriture, quand on était enfant, aura une grande importance sur la suite de notre vie. Mais tout ça a été encore plus perfectionné, non seulement aux êtres humains, mais au bétail. Et on s'aperçoit qu'en fonction de l'eau et de la nourriture, les composants donc en carbone 13, carbone 12 et en nitrogène 15, nitrogène 14, de ce qui se trouve dans l'émail des dents des animaux comme des humains, révèlent l'endroit où ils ont vécu dans leur prime jeunesse. Donc, pour nous, ça va être quelque chose de fabuleux parce qu'on va pouvoir démontrer à l'intérieur de l'Europe que les gens qui sont nés sur terrain granitique ont été ensuite mariés en terrain calcaire, ou le contraire, les gens qui sont nés en terrain calcaire vont se retrouver mariés et enterrés en pays granitique. Alors j'ai mis en bas, exprès pour notre consoeur, une expérience formidable sur les chevaux du Mormon en Suisse. C'est un site assez étonnant entre Yverdon et Lausanne. C'est apparemment quelque chose qui s'est passé entre moins 103 et moins 100 ou moins 99. Un événement qui est peut-être lié à la dérive des cymbres et des teutons, on n'est pas encore très sûr. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui se sont enfermés au sommet d'une montagne et qui se sont dévorés entre eux, qui se sont livrés à l'état de rituel, etc. Donc on a un échantillonnage d'êtres humains et d'animaux qui sont incroyablement bien datés et qui sont bien conservés. Et pour les chevaux, il y a une vulgate dans l'histoire des chevaux en Europe, c'est qu'évidemment, quand les agronomes romains se sont mis à surveiller l'élevage, on est arrivé à fabriquer des chevaux beaucoup plus grands. Et c'est vrai que dans les sites archéologiques gallo-romains, on voit apparaître des chevaux qui dépassent le mètre 40 au garrot. Mais sur le Mormon, on est en 100 avant Jésus-Christ, et il y a des chevaux qui dépassent le 1 mètre 40 au garrot. Donc évidemment, grosse surprise, qu'est-ce qu'ils font là en Suisse?
Est-ce que c'est une école agricole romaine qui s'est installée en pleine Suisse ou pas? Et le résultat, c'est qu'à l'analyse, on s'est aperçu que ces grands chevaux étaient tout à fait nés en pays du nord de l'Europe et n'avaient rien à voir avec les pays du sud. Donc voilà encore une autre hypothèse à creuser. Pour le moment, ce n'est que l'exemple du Mormon, mais c'est quelque chose qui nous oblige à discuter, à examiner certains axiomes comme ça que nous avons sur des. Alors pour les hommes, voilà un exemple. Par exemple, donc, nous sommes donc en milieu tchèque. Avec ici, vous avez des personnages qui ont été enterrés, mais qui manifestement ont eu une enfance surtout granitique, et on les a retrouvés enterrés, vous le voyez en bas au numéro 1, en pays de carbonate. Donc cette dame a fait partie de ces échanges que l'ADN, ça je vais vous en parler maintenant, que l'ADN est en train de nous montrer sur ces migrations qui sont des migrations socioculturelles, pas forcément liées à des problèmes de famine ou d'autres sujets. Autre progrès, cette fois-ci c'est avec l'université de Munich, M. Stockhammer, qui a lancé un programme à l'échelle européenne où nous collaborons tous pour partir à la recherche des molécules des aliments qui ont été conservés dans tous ces vases qui sont en général assez poreux quand même, plus poreux que les vases grecs ou les vases romains, et qui ont conservé donc la mémoire. Vous avez à droite un graphique qui vous montre que maintenant on est capable à l'échelle moléculaire de vous dire si c'est du lait de chèvre ou du lait de vache, ou si c'est de la viande de cochon ou de la viande de poisson qui a été conservé dans ce récipient. Donc là aussi, c'est quelque chose de très important pour la compréhension de la circulation des modes de vie. Notamment, alors, M. Stockhammer s'est particulièrement intéressé à tous ces vases grecs. Vous connaissez tous le vase de Vix, mais avec le vase de Vix, avec toute une série de vases grecs. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que les Gaulois et les Celtes ont singé complètement le banquet à la grecque? Et finalement, la réponse est non. C'est qu'ils veulent bien acheter ou qu'on leur donne comme cadeau de la céramique grecque à figure noire ou à figure rouge, mais dedans, ils y mettent des choses de chez eux, de la bière ou de l'hydromel. Le miel a l'air d'être extrêmement présent dans toutes les analyses. Alors voilà donc un petit résumé sur tous ce qu'on appelle caramel de cuisson, ce qui vous arrive quand vous oubliez une poêle sur le feu et il se dépose des petites combustions sur le côté. Ça, c'est le bonheur des archéologues parce que là-dedans, vous avez la mémoire des aliments. Alors, dans les choses les plus extraordinaires qui sont sorties ces temps-ci, c'est des gens qui s'attaquent à un sujet historique archi-référencé. Par exemple, la fameuse attaque d'Hannibal de l'Italie, non pas par le sud, mais par le nord, en passant par les Alpes. Il y avait plusieurs hypothèses de col, du nord au sud, avec le col évidemment emprunté par Napoléon, mais finalement il y a un chercheur qui, uniquement par la bibliographie et les remarques ethno, était arrivé à l'idée que c'était peut-être le col le plus au sud, le plus difficile, ce qui passe à 2006, le col de la Traversée. Voilà une équipe de chercheurs spécialisés donc en géochimie et en pédologie qui vont installer leur sondage à 2600 mètres d'altitude avec l'idée que quand vous faites passer des éléphants et des milliers de soldats dans la neige là-haut, vous allez forcément enfouir des restes organiques détectables. Et bingo, ils ont trouvé non seulement des étrons d'éléphants, mais même les parasites qui vont avec, qui sont des parasites caractéristiques donc, de ces animaux qui ne fréquentent pas habituellement les Alpes. Là-dessus est arrivé le C14, et le C14 a permis de dire ça marche, il n'est pas précis à l'année près, on n'est pas en 218, mais on est coincé dans la fourchette 250, 220, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà
quelqu'un qui s'attaque à un sujet historique archi-référencé, mais pour lequel on n'a pas de possibilité d'aller plus loin, eh bien on peut, avec les nouveaux outils, aller encore un peu plus loin. Alors, un autre personnage que vous connaissez bien, c'est ce malheureux monsieur qu'on a trouvé suite à la fonte du glacier, qui s'appelle Ötzi. Ötzi, il était à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Il a vécu quelque part au 5e millénaire avant Jésus-Christ. C'est donc un mésolithique, un monsieur qui chasse, et qui a été découvert comme ça, mort. Alors ça a pris du temps pour essayer de savoir. On a regardé évidemment partout, on a tout examiné, et même le contenu de son repas, son dernier repas. En passant, on a trouvé une bactérie que nous connaissons maintenant, Helicobacter pylori, qui veut dire qu'il avait des petits troubles digestifs. Et on a trouvé les traces donc, de blessures qui ont certainement entraîné une hémorragie fatale. Mais on a regardé surtout son ADN. Et son ADN, pour quelqu'un qui vit dans les Alpes, entre l'Italie et l'Autriche, n'est pas du tout l'ADN qui correspond à cette époque-là à un Européen, mais quelqu'un d'origine plutôt asiatique. Donc c'est quelqu'un qui arrive certainement de très loin, certainement un des premiers agriculteurs pasteurs des steppes. On sait qu'il y a un grand mouvement qui arrive de l'Est au moment de la néolithisation, qui va se mélanger avec les fermiers sédentaires du néolithique, mais lui en fait partie. En plus, vous reporterez à toute la littérature sur Ötzi parce que c'est à la fois un chaman, il a plein de médicaments sur lui, enfin, c'est un personnage très important pour l'époque. Alors, donc, dans l'analyse de ces courants, de ces mouvements de population, les outils habituels qu'on utilise, je vous montre par exemple des publications autour de Bragny-sur-Saône, justement, j'avais bien repéré qu'il y avait plein de choses uniquement d'après le mobilier qui n'avaient rien à voir avec la Saône-et-Loire. Le petit panier que vous avez en haut, la fibule à gauche qui représente une sorte de chien ou animal à quatre pattes qui fait une fibule, la verrerie en bas bleu et jaune, tout ça, ce sont des indicateurs que ces gens de Bragny-sur-Saône sont en contact direct avec l'Italie du Nord, puis la Grèce, puis les Étrusques, puis le Moyen-Orient. Et il y a même une civilisation en Italie qu'on appelle le De Gola-Secca pour cette période. Il y a une exposition à Saint-Germain-en-Laye sur le sujet. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Mais avec les nouvelles technologies, on peut être encore plus fin et plus précis sur le sujet. Par exemple, pour une culture du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qu'on appelle le campaniforme, à cause des vases qui sont à gauche. Vous voyez, ils ont une forme, si vous les retournez, ça fait une cloche. Donc ça a donné le nom à cette culture campaniforme. À droite, sur la carte en rouge, vous avez tous les endroits où on trouve ces gobelets. L'interprétation traditionnelle, c'est de dire, ça c'est une population qui arrive, on ne sait pas trop d'où, mais qui a généralisé l'utilisation sur toute cette zone. On passe au carbone 14. Où sont les plus vieux pour dire où est-ce que le phénomène a commencé? Il se trouve que c'est tout en Espagne. Donc, tous les chercheurs vont écrire que depuis 2750 avant Jésus-Christ, eh bien, les porteurs du gobelet carboniforme ont petit à petit colonisé toutes les zones que vous voyez. Mais arrive l'ADN. Et l'ADN des porteurs de ces vases nous montre un truc étonnant, c'est que les Espagnols, certes, ont peut-être les datations les plus anciennes, mais correspondent à des gens qui sont déjà là. Leur ADN est dans la droite ligne des gens qui habitent avant le 3e millénaire en Espagne. En revanche, tous ceux qu'on va retrouver jusqu'en Angleterre, jusqu'en Écosse, sont des gens qui contiennent des gènes qui appartiennent aux pasteurs des steppes, qui eux arrivent par la droite de l'écran, et qui arrivent donc par l'Europe centrale. Donc, vous voyez, on arrive à une conclusion tout à fait différente. Au lieu de dire un pot égale une culture, on a cette fois-ci un pot égale deux mondes. Par endroit, le pot est associé au porteur, et l'autre, c'est simplement une influence stylistique qui fait que des gens vont copier un modèle qui semble particulièrement adapté à leur mode de vie. Souvenez-vous, au 3e millénaire, on n'a pas de table, on mange sur des pots par terre, et donc il faut avoir des fonds ronds, parce qu'au moins ça ne trébuche pas. Alors maintenant, sur les objets eux-mêmes, là aussi, énorme progrès. Avant, quand on trouvait un objet en bois, eh bien, avec
les yeux pour pleurer en le voyant se dessécher et partir en morceaux. Maintenant, on sait consolider ces bateaux, et vous avez certainement entendu parler des découvertes chez M. Giscard d'Estaing à Chamalières, de toutes ces sculptures en bois qui étaient par centaines et qui ont exigé qu'une dame, pendant au moins 6 ou 7 ans, tous les jours, aille les enduire comme ça d'un polymère hydrosoluble pour remplacer petit à petit l'eau par ce polymère de façon à ce que les objets ne soient pas détruits. Donc ça, c'est formidable parce que du coup, on peut conserver, et si vous allez au musée du Vrac, vous verrez cette grande poutre de près de 4 mètres de haut, entièrement sculptée, qu'on a trouvée dans une des fontaines de Dubrac et qui a eu ce traitement, d'abord bactéricide au CEA, et puis après de remplacement de substitution. Alors, ça a été aussi très important, c'est pour les objets métalliques, ou si vous avez chez vous des objets métalliques anciens, vous savez qu'ils peuvent être attaqués par des rouilles et des oxydations féroces qu'on ne peut pas arrêter, sauf si on trouve la bonne analyse chimique. Et par exemple, à droite, vous avez une dame qui pratique l'électrolyse, et là, on a pu stopper une évolution, même chose, on pratique des bains pour essayer de changer complètement la composition des oxydes pour les objets qui sortent de la mer, c'est très important. Autre domaine qui nous a fait faire de grands progrès, c'est celui de l'archéologie expérimentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous on trouve une figure, quand on trouve une épée, eh bien, on va essayer de trouver quelqu'un aujourd'hui vivant qui nous reproduise le même objet et on va enregistrer toutes les étapes de son travail. Sous les yeux, vous avez quelque chose qui est une disparition dramatique, à mon avis, pour la Bourgogne. C'est ce qui se passait à l'Archéodrome. Vous avez tous connu certainement le long de l'autoroute cette vitrine de l'archéologie qui s'appelait l'Archéodrome, à côté de Beaune-Italie. Et vous avez sous les yeux une reconstitution de bas fourneaux qui devaient fabriquer donc du fer, montrer comment on fabriquait du fer. Et donc, moi, j'emmenais systématiquement les étudiants pour aller voir ce qu'ils allaient trouver après sur le chantier de fouille à Bragny. C'était les restes de ce que M. Andrieux, vous voyez ici avec sa barbe et son verre à Grognon, était capable de faire. C'est une école fantastique parce que du coup, on apprend à lire tous les petits détails, toutes les étapes de ce savoir-faire, y compris le tas de sable qui traîne. On a fait venir au musée du fer à Nancy 2 forgerons japonais capables de faire des sabres japonais dans la semaine, avec un Américain pour le polissage au galet. Ces deux forgerons japonais nous ont appris à quel point tout était important. La taille de l'ouverture du soufflet, l'inclinaison du soufflet, la quantité de sable, le type de sable que vous allez mettre pour empêcher la réoxydation au moment où vous faites un recuit. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'accumulent, ce sont des nouvelles technologies, et ces restituteurs permettent encore d'affiner l'image du passé. Alors, les restitutions graphiques maintenant, on est ici à Vibrac. Cette découverte incroyable de l'équipe hongroise, c'est la découverte de petites photos, la base de la colonne, et puis après d'autres morceaux du chapiteau que vous avez en photo séparés au milieu, d'une colonne. Alors cette fois-ci pas très haute, on est à 4 mètres de haut, je crois, ou même un peu moins. Mais toujours est-il que cette colonne est tout ce qui reste d'une basilique que vous avez représentée à gauche, qui était en plein centre-ville de Vibrac, et quand on a daté cette basilique, elle est synchrone de ce que Jules César est en train de faire construire au même moment à Rome avec son forum. Donc vous avez là un bel exemple de cette collaboration entre le pouvoir de César et le pouvoir édouard. César a décidé de faire de Vibrac une capitale sophistiquée à la romaine, avec un bâtiment nécessaire au débat politique. César sait que les Édouins n'ont pas attendu à l'architecture pour avoir des assemblées, des sénats, etc., des élections, mais il leur propose d'habiller ce type de pratique avec une architecture spectaculaire. Donc la basilique, souvenez-vous, on est en Gaule indépendante, et on est en Gaule indépendante, donc on est juste après 52, mais on n'est pas, on peut dire qu'on est encore en indépendance.
et c'est la découverte donc, de cette basilique. Alors, encore plus spectaculaire, parce que les colonnes sont encore plus grandes. Je ne sais pas si vous avez pu aller à Autun au moment des fouilles du grand parking à côté de l'Hexagone, mais on a trouvé les soubassements et une colonne qui était en train d'être transformée en chaux, prête pour le four à chaud, une colonne dont on a donc toute la longueur qui permet de restituer ce double portique autour d'une grande cour de Palès qui représente vraisemblablement ce que le responsable de l'université d'Autun à la fin du IIIe siècle, qui s'appelait Eumène, décrit les écoles miniennes. Autrefois, quand on restituait des bâtiments romains, on faisait ce qu'on appelle de l'anastylose, c'est-à-dire qu'avec les morceaux de marbre, on complétait avec du béton pour que ça soit bien visible ce qui était antique et ce qui n'était pas. Maintenant, grâce à l'informatique, vous avez une restitution de l'aspect colossal de ces universités. L'université d'Autun étant la deuxième avec celle de Marseille, où les étudiants pouvaient apprendre couramment le grec. Et ça explique évidemment pourquoi certaines mosaïques, comme celle des philosophes grecs, a été trouvée donc, dans des maisons particulières d'Autun. Voilà donc pour ces restitutions virtuelles magiques. On a des spécialistes, M. Louis, qui est mentionné ici, c'est notre magicien. Avant, c'était des graphistes, c'était des gens qui avaient leur palette de crayons de couleur. Vous avez dû les voir, restituer tout le look d'Autun, par exemple. Et pour finir, ben voilà, me voilà avec mon épouse, déguisée en maître du sel, suite à une exposition avec Hallstatt, pour ceux qui connaissent l'Autriche. Les maîtres du sel, donc, ils sont conservés, les malheureux, parce que le sel les a particulièrement bien conservés. Et donc, je fais une parenthèse parce que c'est tellement spectaculaire. Quand vous descendez à 40 mètres sous terre dans les mines de sel à Hallstatt, vous retrouvez les cordages, les ficelles, les échelles. Alors, ils ont inventé des échelles à barriaux, à marche orientable, parce que vous ne savez pas, quand vous êtes au fond de la mine, quelle va être l'inclinaison d'échelle. Donc, il faut que les marches soient orientables. Donc, tout ça, c'est conservé dans le sel à 40 mètres, y compris les vêtements. Donc, toutes les couleurs, tout ça, c'est restitué. Je n'ai pas un pantalon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce ne sont que des guêtres. J'ai un kilt. Donc, c'est très différent. Et puis, donc, le béret aussi est un objet qu'on a retrouvé, conservé dans le sel, parfaitement identifié. Voilà, je vous remercie de votre attention. Jean-Loup, merci, c'était passionnant. Ça ne manquait pas de sel. Voilà. Ce sont des techniques extrêmement sophistiquées et vous avez réussi le prodige de les rendre clairs, alors que, à l'évidence, la majorité d'entre nous n'y a rien compris. Mais nous ressortons avec des idées très claires. Question. Arrivé. Actuellement, à Bibrac, il y a combien de chercheurs qui travaillent en moyenne sur une année et de quel pays viennent-ils? Alors, donc, au maximum, on a eu jusqu'à 12 pays européens. Il y a, en ce moment, il y a une pause, on peut dire, sur les fouilles de terrain. On est plus dans la publication et dans la création de référentiels pour les autres archéologues, puisqu'on a accumulé suffisamment de données maintenant pour proposer à tous les archéologues de la zone Est de la France, de la Suisse, de l'Allemagne du Sud, des référentiels de mobilier, de céramique, d'objets métalliques. Donc, les nations, en gros, ça commençait, on avait donc des gens d'Écosse, d'Édimbourg, on avait des gens de Reading, on avait des gens de Bruxelles, on a eu des gens évidemment d'Allemagne, de plusieurs endroits, donc de Munich, de Francfort, de Kiel aussi. Pour les Suisses, ils ont toujours été là, donc Neuchâtel, Lausanne. Pour
les Espagnols, on a eu successivement Madrid, Saragosse. Ensuite, nous avons eu côté italien Bologne. Et puis côté Europe centrale, là, c'était très varié. Donc, dès leur indépendance, les Slovènes ont voulu participer au projet. Donc, les gens de Ljubljana. Ensuite, nous avons eu donc des Slovaques qui sont toujours là. On a donc une équipe polonaise avec des gens qui sont des grandes pointures dans le domaine des macro-restes végétaux, donc qui forment des jeunes étudiants français à ces disciplines pour lesquelles il n'y a pas eu assez de fléchage au niveau CNRS, donc on est vraiment en déficit, étant donné l'importance de l'agriculture pour ces périodes. Ensuite, le plus loin, on a eu des archéologues qui arrivaient en stage parce qu'ils arrivaient à Paris et puis on leur disait bon, il y a un endroit où vous pouvez apprendre des choses, c'est l'Ukraine. Mais j'ai accueilli des Kazakhs et des Ouzbeks. Je vois toujours la tête de ce jeune étudiant kazakh qui travaillait sur les Tanagra et toute les choroplasties. Quand je lui ai dit l'ordinateur, tu l'as toute la nuit si tu veux. Lui, c'était une fois tous les 15 jours pendant une heure. Donc, c'est des gens vraiment qu'on rend heureux. Même chose pour les Ouzbeks. Alors, on a eu d'autres domaines aussi. On a eu des gens de Crimée qui voulaient qu'on aille fouiller chez eux, mais on a dit que ce n'était pas notre domaine. Donc, on est resté sagement à l'échange de matériel et de principes archéologiques. Donc, voilà pour la variété de tous les gens qui sont venus, qui travaillent. Et alors, en tant qu'archéologue bénévole, il nous arrive aussi d'avoir des étudiants américains. Pour ceux qui connaissent le Mont d'Ardon, ils savent qu'il y avait une universitaire américaine qui avait implanté déjà une fouille avec des Américains, dont un des pionniers, Walter Berry, est décédé il y a peu de temps, qui était un archéologue important pour la ville d'Autun médiévale. Je voulais savoir la forêt de haie. La forêt de haie dont vous avez montré, c'est une suite de recherche, c'est une demande spéciale qui a été faite par l'administration locale, c'est une reprise d'une première recherche. Non, c'est lié, je pense, à l'importance de la gestion des forêts à l'école de l'ONF en Nancy, qui a voulu donc mettre le paquet. C'est un investissement important, c'est 12 000 hectares de lilas. Mais après, c'est une archéologue, Mme Georges Leroy, qui a lancé ce programme. Et du coup, elle est maintenant inspectrice de l'archéologie. Elle est devenue formatrice pour toute cette interprétation des clichés lidar. Vous imaginez que ça n'est pas facile à interpréter. Quand vous avez tous les points, il faut être capable de les manipuler, de changer les éclairages, changer les définitions. Donc, c'est une école que Mme Leroy impulse depuis son expérience de l'AF. C'est vraiment je pense, les discussions entre l'ONF et elle qui ont fait naître le projet. D'accord, et ça permet de voir le sous-sol, ce qu'il y a en dessous. Là, c'était magique. On a enlevé la forêt de haie et on voyait apparaître le paysage gallo-romain. On pouvait marcher dans les rues gallo-romaines comme si on était à Pompéi. Je n'ai pas parlé de l'ADN parce que j'ai été un peu vite, c'est un sujet encore plus compliqué. Mais vous avez tous entendu parler de notre héritage néandertalien. Oui. Ça aussi, ça fait partie des axiomes. On ne pouvait pas avoir eu des enfants en commun entre Cro-Magnon et Néandertal. Et tout d'un coup, on se retrouve tous avec 4% de Néandertal. Donc ça s'est bien produit quelque part. Et ça, c'est... Il y a une dame, musée de l'homme, si vous pouvez aller sur son site, Madame Pierre Boat, qui est d'une clarté pour des sujets aussi compliqués que les 3 milliards et demi de terres de base dans le noyau, dans les mitochondries, les 17 000 terres de base, et qui nagent là-dedans avec simplicité. À propos de la forêt de haie, Oui. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année pardon, la couverture lidar, il y a Couverture lidar. dans les années 2000, je crois. Comment? Dans les années 2000, une Oui, quinzaine c'est d'années. ça, oui, c'est au moins 20 ans. Et je crois que c'était un partenariat effectivement avec l'ONF, à une époque où l'ONF voulait s'intéresser à la question de l'archéologie en forêt pour sensibiliser ses personnels à pouvoir repérer d'éventuels vestiges pour éviter les détruire lors des exploitations forestières. Et surtout,
au monde, Oui. la plus vaste, qui était cartographiée Avec cette technique. avec cette technologie. Voilà. Alors, limite de chauvinisme, j'ai l'immense honneur d'annoncer que ça n'est plus le cas. C'est peut-être le cas à l'époque, mais à l'instant où on parle, la plus vaste zone couverte par la technologie leader, ce n'est pas la plus vaste, c'est le Morvan. Parce que c'est un projet qui a été initié par le conseil scientifique du parc, qui remonte à environ 2 ou 3 ans, l'origine du projet, donc à l'initiative de Jean Vigreux et Corinne Beck, qui sont deux co-présidents du conseil scientifique. L'idée, c'était d'avoir cette couverture, donc cette cartographie en 3D. En gros, on a voulu scanner le Morvan pour pouvoir ensuite faire du Morvan une zone atelier du CNRS. Ça, c'est le projet sur lequel on est actuellement, le parc et le conseil scientifique. Et donc, il y a 3 ans, c'était l'ambition. Il nous a fallu trouver des financements, parce que c'était un projet d'environ 400 000 euros. On s'est débrouillé pour aller chercher des financements un petit peu partout, notamment au niveau du programme FEDER Massif Central. Et ça nous a permis de réaliser cette couverture. Et donc, le retard qui a été pris, elle aurait été faite il y a 1 an et demi, mais les conditions météo défavorables en hiver. Et donc, ça a été fait en février 2019. Donc, en février 2019, pendant environ 1 mois, donc, il y a un avion qui a survolé le Morvan. Et actuellement, donc, cette zone, environ 30 km de large, 50 km de long, voilà, a été scannée. Alors, le travail n'est pas achevé parce que, comme vous l'expliquiez, ça fait une quantité de points phénoménale. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore en mesure de vous montrer une image du Morvan avec la résolution aussi fine que vous avez montré sur le Mont Beurel ou la Forêt-l'Évêque, mais toute la donnée est collectée. Et du coup, ça fait une matière maintenant qui est à disposition de tous les scientifiques qui aimeraient l'utiliser. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça peut nous servir tant pour l'archéologie, mais aussi pour tout un tas d'autres disciplines, pour l'aménagement du territoire, pour je sais, alors, moi je suis forestier de métier, mais il y a tout simple, par exemple, pour dessiner les pratiques de lutte forestière, le fait d'avoir le sol du Morvan en 3 dimensions fait que maintenant on va pouvoir concevoir des routes forestières depuis le bureau. C'est une petite révolution. Et ça fait gagner un temps à tout le monde. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Il nous aurait dit qu'on a montré qu'il y avait des possibilités d'introgression entre les espèces d'arbres qui vivaient très longtemps. Et vous parlez des ADN, est-ce que vous étudiez aussi en archéologie des ARN? Je ne saurais pas. Peut-être que j'ai dû passer ça, mais je n'en sais pas. C'est-à-dire la dynamique. ARN pour les néandertaliens attardés qui sont dans cette salle. C'est très proche de l'ADN, forcément, hein, c'est le matériel génétique. Mais les ARN, si vous voulez, sont trouvés justement dans les mitochondries, etc. Et en particulier, dans le cas que j'ai cité, c'est une sorte de bombardement de pollen, de matériel végétal sur des arbres très vieux, et qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez une introgression, c'est-à-dire le matériel génétique, si vous voulez, rentre dans l'arbre et vous retrouvez de l'ADN d'une espèce et de l'autre espèce. Et avec le temps, ça évolue, on peut voir dynamiquement ce qui s'est passé dans cette région. Je voulais dire que, par exemple, Bazoches du Morvan, et nous sommes, par exemple, la propriété est construite exactement sur les contreforts du Morvan, et en face, on a les monts du Vézélien. Mais est-ce qu'on est vraiment parti du Morvan, ou parce qu'au point de vue géologie, on voit exactement la différence. À droite, vous avez les prés et les bois, et à gauche, uniquement le calcaire et les cultures. Et donc, pour le parc, je voudrais savoir exactement si nous sommes vraiment à la limite, au point de vue géologique, entre le Morvan et le Vézélien et ce qu'on appelle la région de Clamecy, etc. Parce qu'on a une vue très très étendue. On voit par exemple les lumières depuis la
côté Saint-André en Morvan et tout ça. Et pour nous, on se considère pas vraiment du Morvan. C'est ça que j'aimerais savoir. Mais l'explication exacte. Oui. Oui, c'est un grand débat. Ah oui, oui, oui. Mais la notion de pays, qui a été conservée à travers les siècles, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois, par exemple, au Beuvray, à l'extérieur du Beuvray, à l'extérieur du Murac, on voit les vieux chemins et les limites de champs sont conservés sans modification jusqu'au cadastre national. Nous avons la voie romaine Voilà. qui passe juste en dessous dans le parc, qui venait d'Autun pour aller au grenier à Flers à Rusley. Et donc c'est pourquoi les propriétés étaient construites sur les hauteurs pour protéger les gens qui se rendaient entre Autun et Rusley. Deux questions. Est-ce que le développement des drones aujourd'hui est quelque chose qui peut apporter également à la connaissance archéologique? Et est-ce qu'au-delà du LIDAR, aujourd'hui, il y a déjà d'autres technologies qui apparaissent pour essayer encore d'améliorer la connaissance, et je dirais avec des technologies plus poussées, mais qui évitent de toucher trop au sol en particulier? Alors, on a tous vécu en tant que citoyen français l'affaire des avions renifleurs. Mais on n'en est pas loin, on y arrive. C'est-à-dire que les drones maintenant peuvent être équipés donc de petits lidars qui font que les opérations sont moins onéreuses qu'avec un avion. Donc on peut faire des prospections à plus petite échelle avec ces drones. Et alors l'autre progrès qu'on fait beaucoup grâce aux drones, c'est l'enregistrement en plan. Si vous avez été voir les fouilles de l'équipe d'Yannick Labaune, du service archéologique d'Autun, vous avez vu que ça s'étend sur des mètres carrés. Donc maintenant, l'enregistrement se fait avec ces drones. On enregistre quelques points fixes au sol et on a immédiatement la cartographie rectifiée. Quand on fait des prospections aériennes, on fait toujours des photos obliques. Moi, quand j'ai demandé pour le Beuvray qu'on passe à autre chose que la photocopie du 25 millième, donc c'était dans les années 20 des années 80, on photocopiait le 25 millième pour en faire du 5 millième. Puis après, j'ai obtenu de Bercy qu'on ait une grosse enveloppe pour faire une prospection spécifique pour le Beuvray, mais il a fallu qu'on aille peindre au sol des espèces de carrés noirs et blancs pour que l'avion qui passait puisse avoir des points fixes. Et la restitution s'est faite à l'ancienne. Si vous avez vu ces travailleurs qui travaillent avec des manettes à gauche et à droite et qui suivent en stéréophoto la restitution des courbes de niveau. Ça, c'était 1991, 92. Et puis après, donc, est arrivé le LIDAR, où là, on a juste besoin de quelques points qui sont cotés, qui sont accessibles, par exemple, à tous les géomètres experts. À partir de ces points-là, on vous redresse n'importe quel oblique, comme je vous ai montré, par exemple, la porte Saint-Andoche. Donc le drone est un outil important. Le drone porteur de détecteurs, comme les avions de mission, avant c'était acrobatique, il fallait accrocher sous l'hélicoptère un détecteur de minéraux pour essayer de savoir s'il y avait du cuivre ou autre chose. Maintenant, on fait ça de façon plus légère et peut-être plus efficace, mais ce n'est pas mon domaine. Moi, j'ai détourné plusieurs expéditions qui rentraient d'Afrique, notamment pour l'emploi du radar son, c'était la CGG, qui rentrait de prospection en sismique. On a fait un peu de sismique aussi au Beuvray, mais le sol est tellement failli, tellement fracturé que les informations n'étaient pas très claires. Est-ce que les nouvelles techniques permettent de tenter d'appréhender la démographie? Par exemple, combien d'habitants d'Ibrac? Ah oui, alors, ça c'est un sujet extrêmement difficile, mais en gros maintenant, oui, on arrive avec les systèmes statistiques et les comparaisons de population qu'on peut faire. Pour la nécropole que nous avons fouillée là sous le parking du musée,
on voit bien que la mortalité infantile est tout à fait du niveau de ce que nous avons connu, nous, en Europe, jusque dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que jusqu'à 12 ans, vous n'êtes pas sorti d'affaires. La proportion des gens, des enfants qui meurent est très élevée. Et Vincent Guichard dit toujours que l'espérance de vie, elle est entre 25 et 30 ans. Ça n'empêche qu'on trouve des tombes de gens de 80 ans. Mais l'espérance moyenne, elle est très très basse. Et donc elle correspond à ce que l'on connaît dans ces Africains, mais ce qu'on a connu aussi pour la mortalité infantile dans nos pays jusque il y a peu de temps. Et alors, petit détail intéressant, vous avez peut-être fréquenté le bureau des longitudes, notamment à cause de la comète Neowise, mais les enclos que je vous ai montrés sous le parking sont des enclos qui ont une ouverture à l'est. Et on avait remarqué qu'ils n'étaient pas tous orientés pareil. Et Vincent Guichard me dit, écoute, si vraiment tu veux t'aventurer dans les théories solaires, tu les mets sur une courbe, et si c'est une épidémie, on va avoir un paquet, orienté toujours dans le même sens. Si au contraire c'est la mortalité normale pendant un siècle des enfants, on va avoir les pics au moment où on passe 2 fois. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai mis les orientations des enclos. Gentiment, j'ai vu que il se trouvait qu'il y avait le double de décès à ce moment-là. Donc c'est vraiment la mortalité infantile de la ville pendant un siècle, de moins 120 à 10. Parce que j'ai oublié, grâce au bureau des longitudes, on peut savoir exactement où était le lever du soleil à tel endroit en 52 avant Jésus-Christ, en 80 avant Jésus-Christ. Tout est possible maintenant. C'est impressionnant quand on a travaillé sur le bassin elliptique du Beuvray, sur son orientation, on a utilisé ces outils. Et je voudrais tous vous remercier. Cette année est une année évidemment particulière et l'Assemblée générale de notre académie est un des temps forts de notre académie. Bien sûr, nous allons continuer à sortir des bulletins. Les sorties, celle du printemps est tombée à l'eau. On va essayer de se rattraper avec les bouquins du Morvan à la rentrée. L'année prochaine, Mme Chabard nous accueille dans les musées de Châlons. Mais il est important pour nous que cette année, l'Académie continue à être vivante. Vous êtes déplacés en nombre tout à fait satisfaisant. Et j'ajoute que cette salle de cinéma nous permet à la fois d'être une cinquantaine que nous étions et également de respecter également les distances nécessaires. Vous avez fait confiance, vous êtes venus, je vous en remercie. Et je remercie plus particulièrement Jean-Loup, car la conférence est évidemment un des temps forts de notre Assemblée générale, et cette année, elle a été passionnante, et je pense que tous nous en souviendrons. Peut-être qu'au 4e millénaire après Jésus-Christ, les archéologues arriveront à reconstituer la conférence, et ça donnera lieu à une nouvelle conférence passionnante. Merci.